Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Le Cameroun table sur un budget de 4 850,5 milliards de francs CFA en 2019 et dans le projet de loi de finances soumis à l'examen du Parlement, ce projet de loi des finances laisse apparaître un élargissement de l'assiette fiscale entre l'introduction de nouveaux droits d'assises dans le secteur agroalimentaire et la suppression de certaines exonérations. La politique fiscale en 2019 est-elle favorable à l'essor de l'industrie locale au-delà de la volonté de mobiliser des recettes non pétrolières? Quel en sera l'impact sur le quotidien des contribuables camerounais? Pour en parler, je reçois sur ce plateau le docteur Pierre Alaka. Bonsoir. Bonsoir Cédric, merci de m'avoir invité. Vous êtes expert en fiscalité, Exact. enseignant des universités et grandes écoles, dirigeant d'un cabinet conseil fiscal agréé. Vous avez publié une série d'ouvrages sur la gouvernance fiscale et les procédures de contrôle en matière fiscale dans l'espace OHADA. Vous avez suivi le dépôt de ce projet de loi de finances 2019. Est-ce qu'il reflète l'ambition du gouvernement camerounais de faire face aux défis économiques et sécuritaires actuels? Vous savez, le projet de loi de finances repose sur deux ordres d'idées. La première idée, c'est le rendement. Et la deuxième idée, c'est ce qu'on appelle très souvent et parfois de manière inconsciente la solidarité. Et c'est pour ça que vous voyez que le projet de loi de finances, ou même la loi de finances, lorsqu'elle est adoptée et promulguée par le président de la République, il y a une partie recette, c'est le rendement, et une partie dépense, c'est la solidarité. On regarde le rendement, on regarde la solidarité, on analyse dans les politiques fiscales du gouvernement. C'est très exactement la question que vous me posez. Est-ce que au regard de ces deux éléments, lorsqu'on observe le projet de loi de finances qui a été déposé au Parlement, on peut dire que de manière efficiente, le rendement est recherché et la solidarité aussi. Oui, on peut le dire a priori. Mais maintenant, lorsqu'on analyse, par exemple, le rendement, il faut se dire que la politique fiscale, c'est ce qu'on appelle la réforme fiscale en réalité, dans le cas d'espèce, même si nous savons que la politique fiscale, c'est la présentation d'un système fiscal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour mettre à bien des politiques fiscales, il faut observer quatre choses. Lesquelles? Il faut d'abord se demander, est-ce que la mesure nouvelle qu'on va apporter sera financièrement rentable? C'est la réalité financière. Mais ça ne suffit pas. Il faut se demander, est-ce que cette mesure ne va pas bousculer le climat des affaires? C'est la réalité économique. Il faut se demander maintenant, est-ce que les contribuables vont accepter de suivre cette mesure? C'est la réalité sociale. Et enfin, est-ce que les contribuables vont payer? C'est la réalité psychosociologique. Mais à l'observation, il y a tellement de mesures nouvelles qui risquent de poser beaucoup de problèmes. Justement, parce qu'il faut que ces quatre éléments soient remplis. Alors, je vous invite à parcourir ce projet de loi de finances, notamment la politique fiscale. Vous savez que le gouvernement souhaite mobiliser en termes de recettes non pétrolières près de 3 079 milliards de francs CFA. Et on observe qu'il y a de nouveaux droits d'assises introduits pour l'année 2019. Les articles de friperie sont soumis aux droits d'assises. De quoi il s'agit concrètement? Alors, les droits d'assises, c'est un impôt qui rentre effectivement dans la politique du gouvernement, parce que vous savez que c'est avec l'impôt qu'on régule la société. Si on veut développer l'épargne, ça sera avec l'impôt. Si on veut développer la santé, ça sera avec l'impôt. Si on veut ralentir la nocivité, notamment protéger l'environnement, c'est avec l'impôt. Donc les droits d'assises sont un impôt qui est là pour justement régler ce genre de problème. Les droits d'assises sur la friperie, les droits d'assises sur tel ou tel autre produit, c'est une politique gouvernementale qui recherche la santé des populations. On pose donc que pour ralentir la consommation d'un certain nombre de produits dont la nocivité à la santé est établie,
alors on va frapper ces produits d'un droit complémentaire qu'on appelle le droit d'accise. Et ce droit d'accise est un impôt extrêmement pénalisant dans la mesure où, après qu'il ait été un impôt, il redevient chiffre d'affaires imposable à d'autres impôts comme la TVA, notamment impôt à la consommation. Et dans ce secteur de la friperie, dans l'imagerie populaire, ce sont les débrouillards qui se retrouvent dans ce secteur d'activité aujourd'hui que le gouvernement camerounais envisage d'y introduire des droits d'assises. Comment appréciez-vous cette démarche? On ne peut pas dire que c'est la petite débrouillardise. Les gens ont fait fortune avec la friperie, Cédric. On ne peut donc pas dire que c'est la petite débrouillardise, mais simplement, en mettant les droits d'assises, l'État a voulu privilégier les entreprises locales de fabrication, nos tailleurs locaux qui sont en train de disparaître pour développer une petite PME, en train de développer des entreprises comme SICAM pour que les Camerounais puissent s'habiller comme je suis là aujourd'hui, de sorte que ces friperies constituées généralement de déchets industriels, c'est comme ça que moi j'appelle ça, devraient ralentir. C'est pour ça qu'on a mis les droits d'assises. Simplement, ces droits d'assises ne concernent pas tous les produits de l'habillement. Parce que les produits venus par exemple de Chine sont plus nocifs que tout parce que ce n'est pas du coton. Lorsque vous achetez un habit chinois par exemple, une semaine après, lorsque vous lavez cet vêtement, ça devient une torchon de papier. Et ça devient donc, si vous voulez, un produit nocif, une poubelle industrielle. Mais tout dépend de la qualité des produits textiles sollicités par les usagers. Oui, mais là, vous soulevez le problème du pouvoir d'achat. Or, les Camerounais, c'est justement parce que le pouvoir d'achat est faible que les gens qui opèrent dans le secteur de la friperie trouvent leur compte, que les Chinois avaient des produits d'habillement de mauvaise qualité trouvent leur compte, parce que le pouvoir d'achat est faible. Donc, pour protéger ces gens au pouvoir d'achat faible, l'État a parfaitement raison. Le secteur agroalimentaire, Dr Pierre Alaka est également dans le viseur de la nouvelle politique fiscale prévue en 2019. La base d'imposition au droit d'assises est de 25% pour les boissons gazeuses et près de 10% pour les bières. Comment appréciez-vous cette nouvelle politique fiscale? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ben, écoutez, c'est depuis l'année dernière que l'État essaie de ralentir la consommation des produits alcoolisés, donc la consommation de l'alcool, pour préserver la santé de ses citoyens. Et aujourd'hui, je suis particulièrement favorable à l'augmentation des droits d'assises sur ces produits-là. Peut-être pour quelles raisons? Peut-être pour des raisons sanitaires. Mais le problème, c'est que ça ne va pas empêcher les Camerounais de continuer à boire de la même manière. Cependant, les industries brassicoles sont également pourvoyeuses d'emplois à travers le Cameroun. Et certaines d'entre elles se plaignent d'être sous une énorme pression fiscale au fil des exercices budgétaires au Cameroun. Oh, mais c'est faux. C'est faux. C'est complètement faux sur le plan fiscal et même sur le plan de la finance de l'entreprise, dans la mesure où, dans ces matières-là, c'est le consommateur final qui paye le prix. C'est-à-dire nous qui consommons ces boissons. Parce que l'industriel, lui, le responsable qui est propriétaire des entreprises brassicoles, ne peut pas accepter de perdre. Il ne perd jamais. Donc, lorsque l'État augmente les impôts, c'est en fait le consommateur final, dont la population, qui paye encore le prix. En clair, il y aura incidence sur le prix final de ces boissons, de ces bières et boissons gazeuses, si jamais ces droits d'assises venaient à être adoptés durant cette session parlementaire? Mais les biens vont augmenter. Absolument, ça va augmenter et ça va impacter sur le pouvoir d'achat des populations, comme diraient les autres, sur le revenu des ménages. Et dès cet instant, il est fort à craindre que les chefs de famille ne diminuent la quantité du repas quotidien parce qu'ils ont pour habitude de prendre 2 bières chaque soir. Ça, c'est facile à abandonner. Donc, pendant que l'État cherche à protéger la santé des populations, de l'autre côté,
dans l'effectivité, il appauvrit plutôt ses populations. Voilà l'avatar du système. Nous sommes dans un pays où on a fait croire aux gens, on les a moulés dans la boisson. Quand quelqu'un dit, on va alors faire comment, il a une bière à main. Alors à partir de ce moment, vous ne pouvez pas, parce que vous avez augmenté le prix de la bière, amener les gens à changer leurs habitudes de consommation. En plus de la bière, il y a les vins, les spiritueux, des champagnes qui sont produits sur le plan local. Vous savez que le Cameroun fait partie des grands consommateurs de ce type des spiritueux, des vins et des champagnes. Il y a également des droits d'assises additionnels qui vont être appliqués dans ce secteur d'activité où il y a de nombreux emplois qui ont été créés. Ce sont les promoteurs de ces industries brassicoles qui continuent de brandir la nécessité de préserver ces emplois et de dégager des marges qui leur permettent de pouvoir faire fonctionner leur entreprise. Que répondez-vous à ces appréhensions, à ces inquiétudes qu'ils ont par rapport à l'avenir de leur entreprise? Moi, j'appelle ça de la tricherie industrielle. Parce que pour ces gens qui disent qu'ils fabriquent le champagne sur le plan local, je ne sais pas d'où leur vient la matière première pour fabriquer le champagne sur le plan local, alors qu'ils auraient pu simplement nous faire le beurre de cacao et etc. etc. Donc, ce sont des produits qui sont importés et mis en bouteille au Cameroun. Donc, c'est de la tricherie. En distinguant les droits d'assises des produits fabriqués au Cameroun par rapport aux produits importés en l'État, je crois que l'État, en faisant ce distinguo au prétexte de préserver les emplois, ne fait pas une bonne chose. On devait frapper de la même manière les produits importés au même titre que les produits locaux. Et plus grave, les produits importés, peut-être, me dirait-on, va-t-on m'objecter, parce que pour importer ces produits, ça impacte sur le compte des opérations de l'État, puisque nous n'avons pas une monnaie, vous le savez. Et donc, ça devient extrêmement difficile pour nos balances de paiement et nos balances commerciales. C'est peut-être pour ces questions-là que l'État doit aller plus loin. Et aller plus loin, ce n'est pas le moment de le dire ici, mais aller plus loin signifie examiner en profondeur si cette mesure n'aurait pas un impact social au point de créer des inégalités, au point de créer des situations, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, en mettant en place ce qu'on recherche lorsqu'on met en place une réforme fiscale. Si l'État n'analyse pas en profondeur les différents aspects, les différents éléments qui lui permettent de mettre des dispositions nouvelles assez pertinentes, eh bien, ça va flotter et demain, on va retirer ça. Dans ce projet de loi des finances 2019, le gouvernement est allé plus loin. Il prévoit des taxes sur les téléphones portables et les applications téléchargées dans ces appareils. Selon votre perception, quel est l'enjeu ici? Aucun enjeu. C'est une façon pour moi d'enrichir les opérations de téléphonie mobile. Parce que si on prévoit, peut-être j'ai lu que c'est 200 francs qu'il faut payer lorsqu'on fait un téléchargement, et qu'on demandait aux entreprises nouvelles, enfin aux entreprises de téléphonie mobile de mettre en place des nouvelles mesures informatiques pour la gestion de tout ceci, à quoi ça servirait si l'État lui-même ne met pas en place ces modalités de gestion et de contrôle de cet axe-là? Eh bien, les entreprises de téléphonie mobile mettront des applications pour reverser ce qu'elles veulent. On ajoute simplement une plus-value dans la richesse qui ne sera même pas fiscalisée de ces entreprises-là. C'est tout. Le secteur automobile, lui aussi, est concerné par ces nouvelles dispositions fiscales pour l'année 2019. Vous avez vu que les véhicules de tourisme ayant plus de 15 ans d'âge sont soumis également aux droits d'assises. Comment appréciez-vous cet élargissement de l'assiette fiscale sur ces voitures d'occasion qui pilulent dans les rues du Cameroun? C'est la recherche, une fois de plus, de la santé des populations. Parce qu'on pose que les véhicules de plus de 10 ans quand même peuvent être à l'origine des accidents. Donc pour ralentir leur importation, on met une taxe qu'on appelle les droits d'assises, dont nous en avons déjà parlé, de sorte que leur importation
devienne très onéreuse et puisse pousser les gens à acheter plutôt des véhicules neufs que d'être dans la propension des véhicules d'occasion. C'est une question de santé. Mais ce qui est triste, c'est que on a enlevé un abattement sur les pneus neufs, même si on a mis des droits d'assises élevés sur des pneus d'occasion. Je crois qu'on devrait plutôt défiscaliser complètement les pneus neufs, de sorte que les gens aient tendance à acheter des pneus neufs pour que, au moins, on n'ait pas les éclatements de roues que nous connaissons. Voilà. Est-ce que vous savez qu'on est en train de réchapper des pneus d'occasion ici à Douala et lorsque vous les voyez d'apparence, ces pneus sont neufs. Et le constat est fait sur et le constat est fait sur nos routes qui se retrouvent généralement impliqués dans de nombreux accidents mortels. À cause des mauvais pneus. Il y a la fiscalité forestière également qui est un enjeu majeur pour l'année budgétaire 2019. Le gouvernement qui a doublé la taxe à l'abattage, qui est passée de 2 à 4%, calculée sur la base de la valeur des grumes provenant des titres d'exploitation. Est-ce que c'est une ambition affichée de la part du gouvernement de chercher dans ces niches de nouvelles ressources non pétrolières? De mon point de vue, non. Parce que le gouvernement fait un recul par rapport à la loi sur les forêts, si elle n'a pas changé entre-temps, si oui, je ne l'avais pas lu. Il y a eu dans cette loi un ralentissement de l'exportation des bois en grumes. Et des pays comme le Gabon et d'autres pays se sont mis dans l'application de telles mesures pour que une plus-value soit créée sur nos propres produits. Il fallait donc plutôt exporter le bois débité. Maintenant, si on met une taxe d'abattage sur le bois en grume, sachant que ce bois en grume ne sera pas transformé sur place, mais exporté en l'état, eh bien, ça ne sert à rien. Et si maintenant ce bois est transformé en grume en l'état, est transformé en grume dans notre pays, et on met une taxe d'abattage élevée, c'est réducteur, parce qu'on n'encourage pas la transformation du bois en grume en bois débité, et donc on n'encourage pas la formation d'une plus-value qui est plus bénéfique pour nos économies que l'exportation de ce qu'on appelle généralement des matières premières, dont bois en grume. Dans ces nouvelles dispositions fiscales prévues dans le projet de loi des finances 2019, le gouvernement qui a prévu des incitations pour les entreprises qui souhaitent réinvestir dans leurs outils de production dans les zones économiquement sinistrées. Comment appréciez-vous de telles mesures? Vous savez, une zone est économiquement sinistrée pour plusieurs raisons. Dans le cas qui est le nôtre, une zone est économiquement sinistrée parce qu'il y a l'absence de paix. Donc moi je crois que je ne vois pas très bien un opérateur économique en train d'aller s'installer dans une zone où l'État n'assure pas la sécurité de ses affaires. Donc moi je crois que cette mesure certainement sera accompagnée des mesures de paix pour les zones, par exemple au nord-ouest et au sud-ouest. Il faudra, je vois que on prépare le dialogue pour que la paix puisse revenir. Sinon il sera difficile pour l'État de protéger les investissements des locaux qui voudront bien bénéficier de ces dépenses fiscales-là. Et le gouvernement qui prévoit d'accorder un crédit d'impôt de 30% sur les dépenses engagées et qui vise à reconstituer l'outil de production dans une zone économiquement sinistrée. Oui, mais la zone économiquement sinistrée ne peut attirer aucun investisseur si elle n'est pas en paix. Donc, je dis la première chose, c'est la paix. Lorsqu'il y aura la paix, on n'aura même plus besoin des incitations fiscales. Les gens vont repartir, investir là-bas. Si tel est que là-bas, parce que l'investisseur, lui, il cherche, il fait du profit. Si tel est que là-bas, il y aura du profit, eh bien, les investisseurs vont y aller. Est-ce qu'on a besoin de faire ce genre de dépenses fiscales pour des zones non sinistrées économiquement? Je rappelle qu'une zone sinistrée économiquement est une zone où il y a absence de paix. Or, il y en a peut-être 3 ou 4 zones aujourd'hui chez nous, ben, il faut les pacifier. Et vous verrez qu'on n'aura pas besoin de ces mesures inutiles de mon point de vue. Qui faussent même l'égalité de tous devant l'impôt. Pierre Alaka, il y a la question du paiement des droits et taxes de douane par voie électronique.
C'est une nouvelle mesure. L'administration douanière habilitée à pouvoir collecter ses droits et taxes de douane par voie électronique à travers une plateforme sécurisée, notamment les banques et les sociétés de téléphonie mobile. Comment appréciez-vous cette nouvelle disposition prévue dans ce projet de loi de finances 2019? Mais c'est une violation de notre constitution financière. Vous savez, ne manipule les deniers publics que les agents du Trésor public sous serment et les correspondants du Trésor. Alors, en demandant aux entreprises de téléphonie mobile de devenir des correspondants du Trésor non reconnus par la loi, eh bien, il y a une violation de la loi. C'est la première chose. La deuxième chose, on offre, là, on donne encore un cadeau fiscal, comme j'aime à le rappeler, à ces gens-là, dans la mesure où l'État n'a pas les moyens de contrôler ses paiements. Et je crois que cette mesure va être retirée très tôt parce que son effectivité sera rendue difficile. Et en fin de compte, elle sera rendue difficile parce qu'on va se rendre tout de suite à l'évidence que lorsqu'on a payé par voie électronique, il n'existe pas, sauf si ça a été réglé entre-temps, de toute façon, il y a encore 2 semaines, il n'existait pas une possibilité, une application au sein de la Direction générale des impôts qui permet à celui qui a payé par mobile money, par voie électronique, d'avoir la quittance de paiement. Or, en matière d'impôt, la preuve du paiement de l'impôt, c'est la quittance de paiement. Vous ne pouvez donc pas encourager des modes de paiement de l'impôt qui ne sont pas sous-tendus par la preuve du paiement. Comment est-ce que les gens de la comptabilité publique, les inspecteurs vérificateurs vont faire le distinguo entre les émissions et les encaissements? Ça sera difficile parce que les encaissements sont justifiés par la présence d'une quittance de paiement. Et cela pourrait ouvrir la voie à un contentieux fiscal. Et à ce propos, ce projet de loi des finances 2019 qui prévoit que le contribuable puisse contester le bien fondé ou le montant d'une imposition mise à sa charge, qui peut obtenir un sursis de paiement administratif de la partie contestée dans le délai imparti pour l'examen de sa réclamation, mais il y a des conditions préalables qui posent problème selon vous. Pas selon moi, selon la loi, telle que je la lis. Là, il y a un recul. Il y a un recul. Je crois que je vais analyser la justification théorique de ce recul. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, contrairement à hier, pour obtenir le sursis de paiement qui vous laisse tranquille, parce que si vous n'avez pas de sursis de paiement, le recours contentieux ne sert à rien. Pour obtenir le sursis de paiement, on a modifié de manière dangereuse l'article L121 et concomitamment les autres articles. Parce que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On a ajouté beaucoup de conditions pour obtenir le sursis de paiement. Je ne rentrerai pas dans toutes ces conditions. Quelles sont les conditions qui fâchent? Les conditions qui fâchent. Au niveau du juge, c'est-à-dire que hier, il faut qu'on commence par là, hier, on payait 15% au ministre et lors du recours gracieux préalable devant le ministre des Finances et on obtenait le sursis de paiement. Aujourd'hui, on va payer 15%, mais on n'est pas sûr d'obtenir le sursis de paiement parce que si on est poursuivi pour fraude fiscale, si on a des crédits d'impôt, des impôts qui ne sont pas payés par ailleurs, vous n'aurez pas le sursis de paiement, même si vous payez les 15%. Plus grave, hier, lorsqu'on allait devant le juge administratif, on payait 10% pour obtenir le sursis de paiement, qui d'ailleurs rendait le ministre des Finances depuis l'année dernière, juge est parti, parce qu'on payait 10% et on demandait le sursis de paiement au ministre des Finances, alors qu'il fallait le demander au juge. Passons. Aujourd'hui, il faut payer 35%. Ça veut dire que vous contestez 100 millions d'impôts, prenons des chiffres qui font mal également, pour arriver chez le juge, il faut avoir payé 50 millions. Voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire 15 millions de francs CFA 15 millions chez le ministre et 35 millions chez le juge, pour le juge, lorsqu'on va chez le juge. Ça ne s'arrête pas là. Ça veut dire que si vous avez tort, vous devez payer le solde, donc les 50% qui restent. Mais maintenant, si vous avez tort et vous contestez parce que vous avez toujours raison, vous allez en cassation. Ce qu'ils appellent là-bas appel, parce qu'il n'y a pas d'appel en matière fiscale, on va en cassation. Si vous allez en cassation,
vous devez payer les 50%, vous devez payer 50% de la dette dans des impôts contestés pour lesquels vous êtes depuis devant le ministre des Finances et devant le juge administratif, vous devez payer 50%. Sachant que vous avez déjà payé 50% pour exercer ces différents recours et obtenir le sursis de paiement, et si vous payez 50% pour aller en cassation, vous avez payé 100%. Ce n'est pas tout. Non seulement vous payez 50%, mais vous cautionnez encore 50 autres pourcents. Mais les 50 autres pourcents représentent quoi? Puisque dans la première phase, vous avez payé 15, la deuxième, devant le juge, vous avez payé 35, ça fait 50% des impôts contestés. Pour aller en cassation, vous avez payé 50%, ça fait 100% de la dette. Mais on vous demande encore de cautionner 50 autres pourcents, ça représente quoi? Alors, quelles sont les conséquences de telles dispositions prises dans un contentieux? Les conséquences, c'est que le contentieux n'existera plus. C'est sûr que les contribuables, c'est sûr que l'administration fiscale a mis ces dispositions pour privilégier la corruption des agents, des inspecteurs des impôts. C'est mon analyse, parce que ça n'a pas de sens. C'est mon analyse. Puisque le contribuable qui va chercher à avoir à ce que le droit soit dit, devra presque payer 150% d'une dette de 100%. C'est ridicule. Ce contribuable-là va privilégier régler ce problème à l'amiable avec les agents des impôts, et puis ça encourage la corruption. Moi, je crois que c'est ça. Or, nous sommes dans un pays où la corruption est décriée. Et c'est pour ça que lorsque on veut faire une réforme, c'est pas seulement la réalité financière qui doit compter, il y a la réalité économique. Cette disposition est contre la réalité économique parce que ça va brutaliser, sans guillemets, le climat des affaires. Deuxième chose, c'est une mesure antisociale parce que ça va créer des inégalités. Et troisième chose, c'est une mesure qui est contre la psychosociologie de l'impôt, qui rentre à 70% dans notre évangile, dans notre église, la fiscalité. Et là-dessus, si sur le plan de la psychosociologie de l'impôt, les gens rejettent une mesure, cette mesure ne sera pas effective. Alors le gouvernement peut-il faire mieux dans ce contexte où il est sous programme de redressement économique avec le Fonds monétaire international? Vous avez suivi le ministre des Finances devant l'Assemblée nationale qui justifiait le retard accusé dans le dépôt de ce projet de loi de finances, invoquant la nécessité de discuter avec les partenaires internationaux sur les nouvelles dispositions fiscales visant à accroître l'assiette fiscale et les revenus, les recettes non pétrolières. Ben, c'est pas nouveau. Moi, je ne pense pas que ça soit nouveau, dans la mesure où depuis la nuit des temps, le gouvernement n'a jamais déposé dans les délais le projet de loi de finances. Donc moi, ça ne me fait pas un problème, parce qu'en matière de loi et d'application de la loi, il y a la pratique qui rentre en ligne de compte. On appelle ça la coutume. Si le Parlement est tout le temps amené à à accepter les projets de loi de finances en retard, ben ça ne me pose pas un problème. Mais la raison invoquée pour dire qu'il fallait discuter avec les partenaires internationaux ne tient pas de mon point de vue. Cette raison ne tient pas parce qu'on a toute une année pour préparer un projet de loi de finances. C'est pour ça que beaucoup d'acteurs sont mis à contribution. Et lorsque le président de la République fait sa lettre de cadrage, ben, on a suffisamment de temps pour que les propositions qui avaient déjà été émises et qui doivent commencer dans un état normal à être émises depuis le mois de mars, c'est-à-dire depuis le mois de mars, en attendant la lettre de cadrage. Dès que la lettre de cadrage du président de la République arrive, on époussette les propositions qui ne rentraient pas en ligne de compte par rapport à cette lettre de cadrage. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on observe? Quelques mois, au moment où on doit même déposer la lettre on doit déposer le projet de loi de finances, c'est en ce moment-là que on nous apprend que le JICAM a fait ses propositions, le ministre a accepté à 83%. C'est dire que dans ces conditions-là, il y a quelque chose qui fâche. Parce que le ministre présente un projet de loi de finances gouvernementale, il ne présente pas aux parlementaires les propositions de qui que ce soit. Parce que nous tous là,
nous faisons des propositions chaque année. Mais on n'a jamais dit que le ministre a accepté les propositions du Syndustri-Cam à tel pourcentage, les propositions de la Chambre de commerce à tel pourcentage. Pourquoi celles du JICAM vont être acceptées à 83%, même si je peux reconnaître qu'elles peuvent être pertinentes. Je dis, et je l'ai répété, je le redis ici, ça, de mon point de vue, il y a eu démission de l'État. Et cette démission... Et comment faire pour l'année 2019, cette nouvelle politique fiscale, afin qu'elle puisse répondre aux 4 indicateurs financiers, sociaux, économiques et psychologiques. Mais respecter les canons. Vous savez que chaque matière a ses principes. Donc, on n'a pas inventé, on ne peut plus inventer le feu existe déjà. Il faut simplement le mettre en pratique. Il faut avoir des personnes qui ont la capacité de le faire. Moi, je crois que c'est ça. Et je vais vous dire autre chose. Une autre disposition qui fâche vraiment et qui va amener le Cameroun à avoir des problèmes au niveau de la CEMAC. C'est l'article L48R qui va obliger désormais les experts comptables et les conseils fiscaux qui font des audits fiscaux ou des commissariats au compte à déposer dans les 15 jours qui suivent la fin de leurs travaux, leur rapport auprès de la Direction générale des impôts sous peine de sanction. Cette disposition est inapplicable. Et pour quelle raison? Parce qu'elle ne respecte pas le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Ces deux professions, la profession d'expert comptable, subsidiairement celle de commissaire aux comptes, la profession de conseil fiscal, sont des professions qui appartiennent à la CEMAC. Le Cameroun ne peut pas prendre une disposition alors que le Tchad, le Gabon, le Congo n'appliquent pas la même disposition. Et le métier est réglementé par la CEMAC. Et là-dessus, le Cameroun n'innove pas. Et c'est ça qui est triste. Le Cameroun n'innove pas parce que, en son temps, on a pris une loi. On n'avait pas de conseil constitutionnel à l'époque. Cette loi ne serait jamais passée. Qui dit qu'au Cameroun, le conseil fiscal prête serment pour exercer au Cameroun. Voilà des gens à qui on donne un métier pour 6 États et qui se confinent à exercer ce métier dans un seul État. Mais la conséquence, c'est que les autres conseils fiscaux des autres États ne viendront pas exercer au Cameroun sous prétexte qu'ils n'ont pas prêté serment. Ça, c'est une violation de la réglementation. Et deuxièmement, il y a eu cette histoire de concours des conseils fiscaux stagiaires, alors que la CEMAC dit le conseil fiscal stagiaire entre en stage dans un cabinet de conseil fiscal, il passe son stage, à la fin, il a une attestation de fin de stage, il peut avoir son agrément et maintenant devenir opérateur économique, si vous voulez, créer 4 ou 5 emplois, ce qui va résorber le chômage de haut niveau. Donc le Cameroun n'innove pas et c'est ça qui est triste. On ne peut donc pas laisser le Cameroun continuer dans cette voie de violer constamment la loi communautaire parce que ça ne nous honore pas. Merci Pierre Alaka. Alaka, je rappelle que vous êtes expert en fiscalité, enseignant dans les universités et grandes écoles, dirigeant d'un conseil cabinet agréé dans la sous-région Afrique centrale. Et vous avez publié plusieurs ouvrages sur la gouvernance fiscale et également les questions de contentieux concernant la fiscalité dans l'espace OHADA. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.